à mettre en doute cette théorie. Après avoir fait des observations très poussées, Pasteur s'est posé la question suivante. Comment se peut-il que dans les stations de quarantaine des villes ravagées par la peste, certaines personnes soient épargnées, alors que selon la théorie officielle, la maladie se propage par les miasmes présents dans l'air? Effectivement, cette théorie ne tenait pas debout. À la même époque, le médecin berlinois Robert Koch est le premier à observer des bactéries au microscope. Il parvient à démontrer qu'à chaque maladie correspond un agent pathogène. Désormais, chaque maladie pourra être combattue de façon ciblée. Koch et Pasteur se lancent dans une véritable course au vaccin. Pasteur marque un premier point en développant un vaccin antirabique à partir de la moelle épinière d'un lapin infecté par la rage. Il le teste en 1885 sur Joseph Meister, un jeune garçon de ferme âgé de 9 ans qui a été mordu par un chien enragé. L'enfant guérira, la terrible maladie est vaincue. Mais dans l'histoire des vaccins, chaque victoire a un prix. Arrive le moment où il faut appliquer à l'homme des essais jusque-là réalisés sur des animaux. Il s'agit de vérifier qu'on obtient sur l'homme le même taux de réussite que sur les animaux. C'est une étape très critique, parce qu'elle peut engendrer des pertes humaines qu'il est impossible de prévoir à l'avance. C'est un risque qu'il faut prendre en compte et bien sûr, tout médecin expérimenté sait qu'il faut en passer par là. Dans pareil cas, les militaires américains parleraient de dommages collatéraux. La guerre contre les maladies infectieuses fait elle aussi des victimes. Parmi elles, le jeune Fulgence Zana Colonna, âgé de 15 ans. Il a été vacciné, il avait 4 mois, sachant qu'avant, il avait beaucoup d'infections ORL. Et ils l'ont vacciné quand même. Dans la nuit, il m'a fait une crise. Ça non plus, je savais pas ce que c'était. Et au bout d'une semaine, il faisait plus rien. C'est comme une savonnette, il était tout mou, complètement hypotonique. Et puis voilà. Donc je suis retournée chez le médecin pour lui demander, je trouvais que c'était bizarre, que c'est mon deuxième enfant, donc j'avais quand même une référence. Il m'a dit que non, c'était moi qui étais angoissée, tout ça. Il a quand même revacciné le mois d'après. Et au bout de 2 mois, je suis allée à l'hôpital. Et là, ils ont fait des recherches. Ils n'ont rien trouvé. Mais notre première idée, la première fois qu'on a vu le médecin à l'hôpital, on a bien dit, on pense que c'est le vaccin. Et il nous a dit non, non, c'est pas possible. Puis on savait rien. Le problème, c'est qu'on savait rien. On n'avait pas l'information. Fulgence souffre d'épilepsie. D'importantes parties de son cerveau sont endommagées. Afin d'assurer une prise en charge permanente du jeune homme, sa mère a engagé une garde malade. Sans une aide extérieure, la tâche serait considérable. Fulgence ne peut ni manger ni marcher seul. Il ne sait pas non plus parler. Pour communiquer, il utilise le langage corporel. La mère de Fulgence s'est longtemps battue pour que la maladie de son fils soit officiellement reconnue comme accident post-vaccinal. 11 ans après la vaccination, le tribunal a enfin rendu son jugement. On est allé devant la commission d'indemnisation de l'État, parce qu'au ministère de la Santé, il y a un service qui s'occupe de ça, des accidents post-vaccinaux, comme ils appellent ça. Donc ils ont reconnu le lien de causalité, avec tous les examens qu'on avait faits, donc ils ont bien vu qu'il y avait un problème. Ils ont reconnu donc ce lien de causalité, et à partir de là, ils nous ont proposé une indemnisation. Suite à la multiplication des cas d'accidents liés à la vaccination contre la coqueluche, le vaccin sera retiré des marchés français et allemands en 1993 et remplacé par un nouveau vaccin plus sûr. La paralysie infantile. Ces images d'enfants handicapés sont restées gravées dans la mémoire collective. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on enregistre une recrudescence du nombre d'enfants atteints de poliomyélite dans le monde. Plus de 10 millions d'individus ont été infectés par le virus.
la maladie sera fatale à nombre d'entre eux. Ein Verdacht, der sich leider bestätigt hat. Beide Arme und Beine waren gelähmt. Und danach stellte sich auch die Atmungslähmung ein. Das aber bedeutet Lebensbedrohung. Künstliche Atmung ist unumgänglich. Die eiserne Lunge ersetzt die Funktion der gelähmten Atemmuskeln. Le président américain Franklin Roosevelt est l'une des victimes les plus emblématiques de la poliomyélite. Souffrant d'une paralysie partielle d'une jambe, il est contraint de marcher avec une canne. Il parviendra néanmoins à surmonter son handicap et apportera son large soutien à la recherche d'un vaccin. L'Américain Jonas Salk est le premier à développer un vaccin contre la poliomyélite. En 1954, il réalise un test à grande échelle sur 450 000 enfants. Malgré des premiers résultats prometteurs, 6 enfants meurent l'année suivante en raison d'un défaut de fabrication du vaccin. Le programme de vaccination est provisoirement suspendu. Avant de le poursuivre, de larges campagnes publicitaires seront lancées afin de regagner la confiance de la population. Die frühen Versuche Les premiers essais avaient montré les limites du vaccin. Aux États-Unis, des voix s'étaient élevées pour dire que le vaccin n'était pas encore tout à fait au point. Mais il ne faut pas oublier l'état d'urgence dans lequel se trouvait le pays. Les gens étaient désespérés, ils voyaient leurs enfants mourir. Les médecins se disaient, si on applique ce vaccin, certains enfants risquent certes de mourir, mais un nombre bien plus important sera immunisé et ne contractera jamais la maladie. En clair, si les médecins appliquaient le vaccin, le nombre d'enfants risquant de mourir serait nettement inférieur. Le problème, c'est que le vaccin représentait un risque potentiel pour des enfants en bonne santé. Mais dès le début, les médecins ont dit « Il faut sauver autant d'enfants que possible, et aussi cruel que cela soit, une minorité devra payer pour ça. » Sollen unsere Kinder in dieser Parade des Leides mitmarschieren? Nur weil Vater und Mutter die Schutzimpfung nicht ernst genug genommen haben? Nein. Unsere Kinder sollen glücklich leben und im Vollbesitz ihrer Kräfte. Sie haben ein Recht darauf. Und wir können sie schützen. Das ist unsere Pflicht. Il faudra attendre l'introduction du vaccin oral pour enregistrer une baisse significative du nombre de malades à travers le monde. En 2002, l'OMS prononce l'éradication de la poliomyélite en Europe. Le vaccin oral a permis de faire tomber les derniers préjugés qui existaient encore en Allemagne, pas sur le vaccin lui-même, mais sur son mode d'administration. Le vaccin oral a permis de vacciner un très grand nombre de personnes. Comme il suffisait d'avaler quelques gouttes du vaccin sur un sucre, les gens n'avaient plus peur. Ich heiße Nicole und wenn ich einmal groß bin, möchte ich Seiltänzerin werden, genauso wie im Zirkus. Kinder wollen so vieles werden in diesem Alter. Quält sie auch manchmal der Gedanke, irgendetwas könnte dazwischenkommen? Kinderlähmung ist grausam. Schluckimpfung ist süß. Aujourd'hui, dans un fauteuil roulant, Hans-Joachim Wöbeking continue cependant de pratiquer le vélo grâce au handbike. Pour lui, le vaccin est arrivé trop tard. Je suis né à une époque où le vaccin contre la polio n'existait pas encore. Je connais des centaines de personnes qui ont été handicapées à vie. Que l'on puisse empêcher cela par la prise d'un morceau de sucre ou par une injection, c'est un véritable progrès. J'ai été infecté en 1952, l'année où l'épidémie a sévi partout en Allemagne.
Au début, je souffrais d'une paralysie générale. J'ai passé environ 6 mois dans un poumon d'acier. J'avais 3 ans et demi. Dans les 10 années qui ont suivi, je me suis relativement bien remis. Par la suite, j'ai même pu travailler comme mineur de fonds. Puis en 1995, j'ai développé des symptômes connus aujourd'hui sous le nom de syndrome post-polio. Mais autrefois, les médecins et les thérapeutes ne connaissaient pas ce syndrome. Mon mari a pleuré. Je le revois en train de s'asseoir pour la première fois dans son fauteuil. Il le faisait de lui-même pour économiser les quelques forces qui lui restaient. À l'époque, il pouvait encore un peu marcher. Il a pleuré. C'était dur psychologiquement. Il avait besoin de se faire à l'idée. Les centres moteurs de la moelle épinière, les cellules nerveuses et les neurones moteurs ont été infectés par le virus de la polio en 1952. Au fil des années, ils se sont affaiblis et la plupart ont été détruits. C'est pour cette raison que je suis en fauteuil roulant depuis 12 ans. Je dois également lutter contre toute une série de problèmes. J'ai notamment besoin d'une assistance respiratoire et parfois j'ai des douleurs. En Allemagne, il y a environ 30 000 personnes qui souffrent de ce syndrome de façon plus ou moins importante. Il existe de nombreuses formes du syndrome post-polio et c'est une maladie pour laquelle il n'existe toujours aucun traitement. D'après les études qui ont été menées, la maladie progresse de 1 à 2% par an. Mais la vitesse de progression varie d'une personne à l'autre. De nombreux facteurs peuvent influer sur l'évolution de la maladie. En ce qui me concerne, ça ne va pas en s'améliorant. Quand on grandit avec cette maladie sous les yeux, je dirais que... Je ne dirais pas que ça fait peur, mais disons que ça vous secoue. Mon mari et moi, nous sommes favorables à la vaccination. Nous ne voulons pas que notre enfant soit touché par une telle maladie. Aujourd'hui, le travail de contrôle des vaccins réalisé par les différents instituts de recherche permet de minimiser les effets secondaires. C'est un premier point. Naturellement, il y a au sein de notre association fédérale des personnes atteintes de poliomyélite, des gens qui ont été atteints de paralysie infantile suite à une vaccination. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ces personnes encouragent publiquement les gens à se faire vacciner. Avant, le risque d'accident post-vaccinal avec le vaccin oral était déjà très minime. Il était de 1 pour 1 million. Aujourd'hui, le risque est nul parce que depuis quelques années, on n'utilise plus en Europe que le vaccin polio injectable qui est très fiable. Et comme je le disais à l'instant, même les gens qui ont eu un accident post-vaccinal se disent favorables à la vaccination. À chaque fois qu'ils le peuvent, Léa et ses parents se rendent sur la tombe du petit Fabian, mort à l'âge de 5 mois. La fillette, âgée de 2 ans, n'a presque pas connu son petit frère. Une semaine avant son décès, on avait administré au nourrisson un vaccin dit hexavalent, l'immunisant contre 6 infections différentes. Ich gucke. Ja. Du bist doch da. Du bist da, das sieht er auch, dass du da bist. Ich bin wieder da. Das ist nicht toll. Kann ein Buch mal bitte waschen? Für dich. Mein Schorsch habe ich da hingesetzt. Alles habe ich. Ich kann das sofort. Ja, das sieht ja alles, ne? Montag wurde Fabian geimpft. Fabian a été vacciné un lundi et dans la soirée, il a eu une forte fièvre. On lui a donné les suppositoires qu'on nous avait prescrits au cas où sa température monterait. Dans la journée qui a suivi, la fièvre est redescendue. Puis le deuxième soir, le mardi, sa température est de nouveau remontée. Puis, le vendredi, ma femme est allée le coucher après lui avoir donné le biberon. Et je trouvais qu'il respirait fort et je me suis dit, manquerait plus qu'il fasse un rhume. Je suis montée le voir, il avait les yeux révulsés et à moitié ouverts. Il n'avait plus aucune réaction. Ses bras et ses jambes étaient complètement inertes. Je me suis précipitée sur le téléphone et j'ai appelé les secours. Ils sont arrivés en 5 minutes. Ils lui ont donné les premiers soins.
et il a commencé à avoir des convulsions.